9% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Tyson Food. Alors est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo consiste seulement en une analyse technique, quantitative et qualitative d'une entreprise. Donc aujourd'hui on est sur Tyson Food, donc on va aller regarder un petit peu le business, essayer de comprendre un petit peu de quoi on parle. Donc l'histoire de Tyson Food commence au cours de la Grande Dépression en 1931. Ensuite en 2001, donc ça devient le plus grand transformateur et distributeur de poulet, bœuf et porc au monde. Donc c'est quand même pas mal, hein, si on arrive à être leader sur trois viandes qui sont les plus vendues dans le monde. Ensuite, on a acquéri Alsher Brand, et ensuite on a accueilli Pineal Food, Pilgrim. En 2014, on vend les activités volailles du Mexique et du Brésil. En 2018, on acquiert une nouvelle entreprise, American Protein. Et en fin 2018, donc on acquiert les activités américaines, donc filiale de poulet, pour 2,35 milliards de dollars. Donc on est aujourd'hui sur une entreprise spécialiste en agroalimentaire, donc industrie de transformation des viandes, produits, viande, volaille, restauration rapide et protéines végétales. Donc on va être sur une entreprise qui en moyenne va être assez peu valorisée. Là aujourd'hui on est quand même sur un bénéfice net qui devait être assez bas. Donc on est sur des entreprises qui possèdent évidemment des marges d'exploitation assez faibles. Là vous le voyez que c'est quand même assez cyclique étant donné qu'ils dépendent d'un prix du matière première. On a eu un point bas en 2018, on a eu un point bas en 2020 et là ensuite on est sur un point bas qui commence à être assez important quand même parce que là on part de février, c'est-à-dire depuis un peu plus de 2 ans. Là on est sur 2 ans de baisse consécutive. Voilà, donc là, si vous regardez, pourtant, on était sur une sacrée belle pente haussière de 2008 jusqu'à 2016, c'est-à-dire qu'on a multiplié le cours de 5 à 73, c'est-à-dire qu'on a fait énormément de consolidation depuis ce moment-là. Maintenant, on va aller regarder un petit peu les chiffres et comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, elle est en négatif, donc on va la regarder en annuel. On voit que le revenu total ne fait que d'augmenter, sauf en 2023, donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a arrêté de faire... Est-ce qu'on a arrêté de faire des acquisitions ou pas? Je ne sais pas. Par contre, là, vous le voyez ici, les marges, elles sont effectivement extrêmement faibles. Donc ça, de toute façon, on s'y attendait, évidemment. Donc quand on travaille dans l'agroalimentaire ou quand on travaille, ne serait-ce que dans les usines, on sait effectivement que c'est des entreprises qui vont avoir des marges assez faibles. Nous, ce qui nous intéresse, voilà, donc les coûts des marchandises, vous voyez qu'elles sont extrêmement fortes, c'est-à-dire à part en 2021, là vous le voyez en 2023, en fait avec l'augmentation des prix du poulet, l'augmentation des prix de la viande, etc. C'est-à-dire on a fait pratiquement x2 et en fait Tyson Food, même si elle achète en gros, elle n'est pas forcément extrêmement rentable. Donc à ce niveau-là, on va aller voir qu'on a un revenu hors exploitation qui est assez important, c'est-à-dire les charges d'intérêt sur la dette ou produits charges exceptionnelles. Ah, c'était produits charges exceptionnelles, on a eu une dépression d'actifs. Faudrait essayer de la regarder à cet endroit-là. Peut-être que on a pu la voir là, ici en septembre. Donc qu'est-ce qui a pu se passer? Engage une procédure, voilà. Donc on a sûrement eu une dépréciation. Voilà, les prix records ici du poulet dans les épiceries américaines ont atteint des sommets. Ils devraient rester élevés car Tyson Food et d'autres entreprises réduisent la production de volaille pour augmenter les marges, tandis que les consommateurs en proie à l'inflation achètent du poulet au lieu du bœuf et du porc. Donc la hausse des prix du poulet devrait améliorer les bénéfices des principaux, donc Tyson et Pilgrim, mais pèsera sur les poches des consommateurs qui tentent d'économiser de l'argent en se détournant des protéines haut de gamme. Donc on sait que le bœuf a baissé et donc aujourd'hui on va consommer beaucoup plus de poulet, donc ça va être assez intéressant même si le poulet possède des marges bien plus faibles. On va les regarder en termes annuels. Donc en termes de marge brute, on est sur 13, on passe à 5, donc en fait on s'est fait défoncer. Voilà, nos marges brutes elles se sont fait défoncer, c'est-à-dire que le prix a été multiplié par 2 et à ce niveau-là, voilà, nos marges opérationnelles c'est exactement pareil, on s'est fait défoncer. Là vous voyez qu'on arrivait à peu près à latéraliser et même à augmenter nos marges opérationnelles. Aujourd'hui c'est terminé, c'est-à-dire que là vous voyez nos marges, on est passé en négatif. Donc aujourd'hui, voilà, Tyson Food n'a pas réussi à prendre le tournant et n'a pas réussi à pouvoir donc augmenter ses marges techniquement. Avec un prix du poulet qui augmente, eux, ils sont obligés d'augmenter leurs marges et donc baisser la production de poulet. Étant donné que voilà, et maintenant il faudrait savoir si Tyson Food, est-ce qu'ils sont producteurs, est-ce qu'ils sont acheteurs, est-ce qu'ils sont exportateurs, est-ce qu'ils sont distributeurs, etc. Maintenant, ça, c'est ce qui nous manque comme information. On va essayer de le regarder dans les revenus. Et là, on voit que voilà, bœuf, chicken, prepare food, porc et après international, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. On voit effectivement qu'en fait, on n'a pas des augmentations extrêmement exceptionnelles, hein, vous le voyez. Bon, après, je pense qu'on doit évidemment croître par acquisition parce que c'est pas non plus un milieu, la consommation, où en fait, il va y avoir des augmentations de manière impressionnante. Donc, on a quand même un revenu total qui augmente, même si là, il augmente de moins en moins. On a donc des dépenses d'exploitation qui, elles, par contre, augmentent de plus en plus. Après, évidemment, on a un revenu total plus important à gérer. On a énormément d'employés. Hein. Voilà, 139 000 employés. On va regarder ça ici. Donc, on voit que, voilà, en moyenne, ça latéralise. On a à peu près le même nombre d'employés. C'est normal, mais étant donné que, voilà, on a dû avoir des augmentations en moyenne. Si je me trompe pas, là, aux États-Unis, je crois qu'ils avaient un 4% d'augmentation de salaire.
en moyenne, donc c'est quand même énorme, hein, sachant que si vous devez passer des augmentations de marge, etc., si votre salarié vous coûte plus cher, ça va être vraiment compliqué de gagner de l'argent. Maintenant, là vous voyez, donc les charges d'intérêt sur la dette, ça bouge pas, il y a juste produit et charges exceptionnelles où voilà, on a dû faire, évidemment, on a dû faire deux dépréciations, donc je ne sais pas d'où elles sortent, ça il faudra essayer de les regarder dans les rapports financiers. Maintenant, en termes de bilan, vous allez voir qu'on a un total d'avoir qui est à 18 milliards, donc on est quand même sur une CAPI à 15, donc une valeur comptable par action qui est en dessous, c'est-à-dire que pour une des premières fois, à part en 2020 et en 2018, donc la valeur comptable est complètement basse. Alors après, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que les prix poulet, est-ce que les prix de la viande, etc. vont se latéraliser et à un moment revenir à un prix d'équilibre, c'est-à-dire au prix auquel on a pu le connaître durant les dernières années, c'est-à-dire voilà, un bœuf qui pouvait coûter, un steak haché de 15% qui pouvait coûter à peu près 5 € le kilo. Aujourd'hui, on est sur des 10 €. Après, sachant qu'on parle sur les distributeurs. Maintenant, les distributeurs, ils ont besoin de faire leur marge aussi, sachant que si les prix augmentaient, ben, ils vont augmenter leur marge par-dessus. On l'avait vu, en tout cas chez les distributeurs, quand on avait eu les pénuries d'huile, avec la guerre en Ukraine, on avait des huiles qui passaient, donc l'huile de tournesol à 5 € le litre, alors qu'en fait, avant, on le payait 1,50 €. Et aujourd'hui, on va le payer 3 €, alors que finalement, le blé, le tournesol, on est retourné au même prix. C'est-à-dire que maintenant, les marges, en fait, ont augmenté, et les distributeurs se disent, non, je vais pas aller baisser mes marges. J'ai mes marges assez élevées, déjà que j'ai eu des pressions sur mes marges sur à peu près énormément d'autres produits, c'est pas aujourd'hui que je vais devoir le baisser. Par contre, maintenant, on voit que Tyson Food, ils ont une dette de 10 milliards, donc c'est quand même énorme, hein. On va essayer de le voir par rapport aux EBITDA. Ah là, on a un EBITDA qui s'est fait défoncer en fait. Là, vous le voyez dernièrement, en fait, la marge, elle a tellement eu de pression, bah, nos EBITDA, ils se sont fait défoncer. Maintenant, on va essayer de le regarder quand même en annuel, avec un EBITDA à 1,9, même si avant, on pouvait prendre un EBITDA à 5, c'est-à-dire que la dette était à peu près à 2 fois les EBITDA. Aujourd'hui, on est à peu près à 5 fois les EBITDA à la dette. Donc c'est beaucoup trop élevé. C'est peut-être pour ça qu'on voit que ça baisse. On a des totals des dépenses d'exploitation qui augmentent. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, en moyenne, le ratio cours-bénéfice, il est à peu près à 14, 15, 10, 7. Donc on est sur une usine, on est évidemment sur des marges assez faibles, c'est tout à fait normal d'avoir un ratio court-bénéfice aussi peu élevé. Maintenant, qu'est-ce que pensent les analystes sur le bénéfice? Donc là, on voit qu'en 2023, ils se sont fait défoncer, alors que ça a augmenté de manière assez importante. Et voilà, ils estiment qu'en 2026, on sera à peu près sur 4,26, sachant qu'on est sur un prix à peu près à 53, donc voilà, 9 à peut-être 10% de rendement si on vous versait la totalité des bénéfices nets. Maintenant, on va aller regarder un petit peu comment est-ce qu'ils gèrent leur argent. Donc en termes annuels, on va essayer de le voir en moyenne, hein, donc sur un cash, les activités d'exploitation assez important avec un fonds de roulement assez bon. On a donc de l'achat d'entreprise, ça c'est ce que je vous disais, donc on continue de faire de la croissance externe. On a de l'achat à vente de placement, étant donné qu'on vend de la restauration, peut-être qu'on possède des magasins, ça ce sera intéressant à savoir. On a des dépenses d'immobilisation qui sont assez importante. Elle se compte entre 30 à 50% du cash lié aux activités d'exploitation, donc il va falloir faire attention sur les dividendes. Est-ce qu'aujourd'hui elle a coupé son dividende ou pas, ou est-ce qu'elle en verse toujours un? On voit qu'elle en verse toujours un de plus en plus croissant, donc on est sur une entreprise qui a l'air de pas être extrêmement bien gérée. Maintenant, j'aimerais quand même regarder le rendement des capitaux propres et du capital investi qui, lui aussi, s'est fait défoncer avec nos marges complètement basse, même si avant, bon, quand même, on avait un rendement des capitaux propres assez intéressant, sachant que bon, on utilisait quand même de la dette, donc avec un rendement du capital investi, sachant qu'on utilise de la dette pour avoir un 8 ou 9%, franchement, c'est pas exceptionnel. Vous voyez, donc on est sur des entreprises qui devaient beaucoup plus utiliser leurs fonds propres que utiliser de la dette, parce qu'on a des leviers qui sont assez peu intéressants. Rendement du capital investi, 8%, désolé, je vais pas aller m'endetter aujourd'hui à 5% pour aller sortir un 8%, sachant que je te verse un dividende. Si je te verse un dividende qui me représente à peu près, là on était sur un dividende qui représentait voilà 1,93€, en bénéfice annuel, on est à 1,34€. Même si vous le regardez de manière sur 2022 par exemple avec 8,73, sachant qu'on va aller utiliser la moitié pour aller faire de l'immobilisation, donc il vous reste 4, vous allez utiliser 2, donc il va vous rester 2 ensuite pour pouvoir aller faire autre chose, donc peut-être de la croissance, je ne sais pas, parce que se cachent les activités d'investissement, je ne sais pas exactement à quoi ils représentent. Maintenant, émission de la dette ou pas, donc on voit qu'on a eu des remboursements de la dette, alors après, voilà, il faut questionner cette dette-là, elle est échelonnée jusqu'à quand, etc. On voit qu'on avait quand même un petit peu de remboursement, mais là, dernièrement, on est obligé d'aller émettre de la dette, on a un dividende, voilà, qui augmente de plus en plus, on a aussi
des rachats d'actions, bah allez, pourquoi pas, hein, voilà, on va aller racheter nos actions quand elles sont au plus haut, et c'est ça en fait, on a tout le temps du rachat d'actions. Alors après, voilà, il faut aller regarder un petit peu, voilà, par exemple en décembre, on a eu un achat en décembre 2022, donc c'était à ce niveau-là, voilà, donc sur cette baisse-là, on a eu un achat, un très gros achat, ensuite on a eu des achats, voilà, à ce niveau-là, quand il y a eu des baisses, etc., etc. Donc maintenant, elle aussi a profité du rallye, sachant que, donc on va aller quand même essayer de regarder de combien est-ce qu'elle a augmenté, du 17 à ici, elle a pris 23%, alors que l'entreprise, il ne s'est rien passé. Alors après, peut-être que vous faites confiance au management, et le management vous dit que la pression sur les marges va peut-être ralentir, on va peut-être avoir une pression bénéficiaire qui va être plus importante, etc. Je vous conseille d'aller écouter vos conférences call et d'aller lire vos rapports financiers, c'est toujours extrêmement important. Aujourd'hui, on a cassé notre MM50, donc on l'a quand même bien cassé, donc après... Voilà, à voir, on va essayer de mettre notre MM200 pour aller voir jusqu'à où. Voilà, on va aller mettre ici notre MM200 pour aller voir. On a quand même pété notre MM200 alors que vous le voyez ici, une fois qu'on l'avait pété, c'est-à-dire que c'était terminé. Donc aujourd'hui, on l'a recassé, on est seulement sur voilà, une analyse technique, hein, parce que si l'entreprise elle est pas bonne, bah, qu'elle ait pété sa moyenne 200 ou pas, de toute façon ça changera rien en fait. Si l'entreprise elle arrive pas à être profitable, que tu pètes ta MM200 ou pas, on est sur du trading là. Nous on fait de l'investissement long terme sur cette chaîne, d'accord? Donc aujourd'hui je vais vous présenter effectivement une MM200 pour vous montrer que oui, elle l'a franchi, mais comme toutes les entreprises. Après là vous le voyez quand même, durant les derniers jours, elle est toujours autant bénéficiaire, c'est-à-dire qu'elle a pris, voilà, le 3 janvier, elle a pris son moins 6 et son moins 0,42, mais ensuite elle les a repris en fait. Donc pourquoi est-ce que les gens pensent que Tyson Food, peut-être, est-ce qu'il y aurait un retournement? Est-ce que le fait qu'elle ait brisé sa MM200, les gens pensent qu'il y aurait un retournement? Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus intéressant de se positionner quand il y a un retournement, c'est-à-dire quand il y a un brisement de la MM200, que quand on est sur le bas? Je pense que là, je pense que je partage un peu plus cet avis-là. Quand on casse la MM, on sait que le retournement peut être possible. Là, vous le voyez, à chaque fois qu'on a cassé la MM par le haut, on a fait un très beau retournement. Alors après, à ce moment-là, on faisait de l'argent, c'est-à-dire qu'on était positif. On voit qu'ensuite, on avait baissé en 2021, mais bam, on avait rebondi dessus. Et ensuite, une fois qu'on la casse, ensuite, voilà, on va aller rebondir dessus. Et en fait, bam, on va repartir. Donc c'est pour ça que la MM200, en analyse technique, elle est assez intéressante. Et donc, elle va pouvoir vous montrer si l'entreprise ou pas va rebondir, va pas rebondir, etc. Donc ça, vous pouvez le voir par vous-même. Donc on est sur un point bas depuis 2020, on est sur un point bas depuis 2015. Donc voilà, Tyson Food, une entreprise quand même, allez regarder un watchlist, allez écouter vos conférences call. Est-ce que vous pensez que oui ou non il va y avoir un retournement ou pas? À vous de le savoir, à vous d'aller écouter vos conférences call. Moi je vous dis à bientôt. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner.